Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning Media Group, le média pour les Français aux États-Unis, Canada et UK depuis maintenant plus de 17 ans. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits, donc n'hésitez surtout pas dès à présent à mettre plus bas vos questions si vous en avez déjà. Sur Zoom, sur LinkedIn, vous pouvez aussi mettre vos questions en commentaire. On va voir aujourd'hui un sujet qu'on aime bien traiter depuis pas mal d'années, comment financer et gérer son investissement en France depuis l'étranger. Nos experts du jour sont des habitués des antennes de French Morning, Givante Univers. Elle est là spécialisée pour les non-résidents et les expatriés et acheteurs étrangers depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui basée à Saint-Germain-en-Laye, ancienne expatriée. Elle a financé plus de 140 expatriés en 2024, qui fait pratiquement un tous les 3 jours. Bravo. Euh, Manuel Ravier, qui est notre deuxième expert du jour, cofondateur de la société investissement locatif.com, basée à Paris, avec des agences un petit peu partout en France. Il a fait acheter plus de 500 millions d'euros d'immobilier dans l'ancien, avec souvent des rénovations pour ses clients en moins de 10 ans. Un petit exploit. On va voir au programme les spécialités de l'investissement, donc depuis les États-Unis, le UK, le Canada. On va voir qui peut emprunter quoi et comment quand on est expatrié. On va voir comment choisir la bonne banque pour votre profil. On va voir comment ça se passe à distance. On va voir comment doubler la valeur d'un bien avec la rénovation. Où sont les bonnes affaires aujourd'hui en France? Et puis on finira bien sûr par la douloureuse, l'imposition française. On va donner un maximum d'informations. Vous voyez, Emmanuel a déjà partagé son écran. Donc, il va donner un maximum d'informations et on va poser toutes vos questions à la fin. Manuel, la parole est à toi. Je vais repasser tout de suite, bonjour à tous, la parole à Givanti pour qu'elle puisse se présenter. Honneur aux dames. Oui, merci Emmanuel. Merci Romain. Rapidement, effectivement, nous, on est des courtiers spécialisés pour les non-résidents, les expatriés et les acheteurs étrangers. Si vous avez un projet en France et vous avez besoin d'un financement en France, nous avons la possibilité de vous accompagner, de vous trouver la meilleure banque aux meilleures conditions. Donc, on verra un peu plus tard quelles sont les conditions d'emprunt que vous pourrez obtenir en France, quels sont les délais, quelles sont les contreparties nécessaires et surtout le process bancaire. Donc, on verra tout ça en détail avec Manuel et Romain. Merci Givanti. Donc moi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis diplômé en droit de l'immobilier et en finance et on a lancé une boîte à deux associés, c'était en 2012, donc ça commence à dater un petit peu, ça fait 13 ans maintenant. À titre personnel, je suis investisseur immobilier, j'ai acheté et je détiens plus de 150 biens, donc je comprends bien les problématiques des investisseurs que j'exploite en location, exactement ce qu'on propose au sein d'Investissement Locatif. Et Investissement Locatif, ouais, c'est 13 ans d'existence, 200 collaborateurs, plus de 400 millions d'euros donc, investis dans l'immobilier locatif. Et on est présent dans une vingtaine de grandes villes en France. Qu'est-ce qu'on propose? On aide les gens à investir dans l'immobilier, donc des Français résidant en France et des non-résidents. Concrètement, on va chercher pour vous les meilleures affaires du marché, donc par le biais de nos chasseurs locaux qui vont faire les annonces pour vous, faire les visites pour vous, essayer de se renseigner par leur réseau également, puisqu'ils développent des réseaux pour sourcer les bonnes affaires au fur et à mesure des années. Bien évidemment, on les a formés à notre méthode. Ensuite, si on trouve un bien que vous positionnez dessus, on va vous aider à le rénover avec nos architectes et architectes d'intérieur pour rénover les projets, suivre les travaux pour vous, jusqu'à les meubler, les décorer. Ensuite, on peut vous proposer la location et la gestion. Donc, on a un groupe en fait de sociétés intégrées qui a permis donc à beaucoup de gens, expatriés ou pas, d'investir dans l'immobilier en France. Et on continue aujourd'hui notre mission d'aider les gens à développer une retraite grâce à l'immobilier, à développer de l'épargne. Et pour ça, on travaille main dans la main avec Givanti, qui s'occupe du financement pour les non-résidents. On est présent dans une vingtaine de grandes villes en France. C'est non exhaustif, ça évolue tout le temps. La petite nouvelle cette année, c'est que on veut et on a commencé à travailler sur l'international, notamment sur des projets qui peuvent être faits à Dubaï, Bali, en Espagne. Donc ça, c'est la nouveauté de l'année. Mais on est quand même toujours le plus implanté en France. Alors pourquoi investir dans l'immobilier? Je répondrai après à toutes vos questions sur le marché français. Mais pourquoi déjà investir dans l'immobilier? Très souvent,
On a envie d'investir dans l'immobilier pour des motivations qui ne sont pas liées à détenir des biens, mais qui sont plutôt liées à avoir un patrimoine au service de sa famille. Moi, j'ai investi par exemple pour mes enfants, j'ai 2 enfants, pour avoir des revenus passifs. Donc, une fois qu'on a payé les prêts, puisque pendant qu'on a le prêt, sauf à avoir une rentabilité très élevée, on ne vit pas de son immobilier. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'avoir de l'immobilier une fois que vous avez mis votre apport en tant qu'expat. On en reparlera après dans le financement, mais une fois que vous avez mis votre apport, d'avoir de l'immobilier qui s'auto-paye. Et donc, vous avez des biens immobiliers. C'est ce que j'ai à titre perso. Ça s'auto-paye. Je suis à peu près à l'équilibre, en léger cash flow positif. Et en revanche, quand les prêts sont payés, là, je vais avoir une rente qui va être utile pour ma retraite, notamment, ou pour mes enfants, si je transmets des biens, en tout cas au service d'un meilleur confort de vie. On voit l'immobilier comme un outil, pas comme une fin en soi, même si nous, on adore, hein, évidemment, avec le cabinet d'archi, transformer des espaces et des bâtiments, mais on voit vraiment l'immobilier comme un outil financier, comme le meilleur outil financier. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, en termes de ratio, sécurité et en levant de la dette, bien évidemment. Quel est l'état du marché? Donc, l'état du marché, il a été un peu tourmenté sur les 2 dernières années en France, mais pas qu'en France, hein, partout dans le monde, du fait de la hausse des taux. Taux qui sont passés, je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros, il y a 3 ans, on avait des taux à 1, 1,5% sur 20 ans en France. C'était excessivement compétitif. On était sur des taux très bas. Je crois que le plus bas que j'ai emprunté à titre perso, ça devait être à 0,8% sur 20 ans. Donc, on est descendu vraiment très bas. Mais c'était anormal puisque la France elle-même empruntait à taux négatif. Aujourd'hui, on est revenu sur des taux, et je laisserai Givenchy en parler, mais qui ont beaucoup monté sur les 2 dernières années. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont commencé à rebaisser, à refluer. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est une inflation qui est toujours là, quoique maîtrisée. Je crois qu'on a 2,7% d'inflation sur les données relevées. On voit des taux de la BCE qui sont orientés à la baisse. On a eu des réformes sur le DPE, puisque DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Pourquoi je vous en parle? Parce que depuis le 1er janvier, les biens qui sont classés G, donc les biens qui sont les moins bien isolés, tout simplement, ce qu'on appelle des passoires thermiques, eh bien, ne sont plus éligibles au marché locatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le propriétaire veut le louer, il peut tout à fait le faire, mais il doit réaliser des travaux d'isolation avant de le remettre en location. Certains propriétaires ne veulent pas réaliser ces travaux, donc ça a apporté des biens sur le marché et ça a pu permettre à certains, hein, c'est ce que je vous ai écrit là, de négocier et d'avoir un potentiel de négociation. Ça a également sorti des biens du marché de la location. On est sur un marché de la location extrêmement tendu. On voit qu'on a une tension locative extrême dans les villes, dans les grandes villes, bien évidemment. Ce qui fait que quand vous êtes investisseur, vous avez un bien qui est loué quasiment tout le temps, ce qui est intéressant en termes de taux d'occupation et également de revalorisation de loyer, puisque l'an dernier, les loyers sont revalorisés sur un an de 3,5%. Cette année, ça sera moins, puisque c'est indexé sur l'inflation. Mais chaque année, alors que vous empruntez à taux fixe, on en parlera, vos loyers, eux, ils ne sont pas à taux fixe, ils augmentent en fonction d'un indice qui s'appelle l'indice IRL. Enfin, on est sur un marché des prix de l'immobilier qui rebondit. Il y a quelques jours, seloger.com, qui est le plus gros site d'annonces en France, titrait qu'on a eu une hausse en France et que c'est la première hausse depuis 5 ans, ce qui peut paraître bizarre, mais parce qu'il compte au niveau national. Les grandes villes étaient déjà en hausse préalablement, mais on voit en tout cas qu'on a un marché immobilier qui rebondit à la faveur de la baisse des taux. C'est corrélé, hein. Si les taux d'emprunt baissent, eh bien naturellement, les investisseurs ont plus de pouvoir d'achat, ils ont plus la possibilité, puisqu'ils payent moins d'intérêt, d'acheter de l'immobilier en ayant un budget un peu plus important. Donc, ça fait monter les prix. On est pile à un croisement des chemins. On en reparlera avec Givenchy pour avoir aussi son avis, puisqu'elle finance, donc elle est vraiment au contact du marché. Mais pour moi, on est à un moment où les prix ont baissé de 10 à 12% en moyenne en 2 ans. Et là, on est en train de reprendre la hausse et de recommencer à repartir sur une hausse des prix de l'immobilier avec des acheteurs qui reviennent et des taux d'emprunt qui baissent. Donc, c'est un très bon moment pour se positionner, si c'est votre souhait, sur 2025. Alors, hop. Comment on s'enrichit dans l'immobilier? Et ça, c'est un point qui est important pour moi parce que souvent, j'ai des gens qui ne comprennent pas. Et il y a des gens qui me disent, Manuel, mais toi, tu as combien de biens? J'en ai, je ne sais pas combien, beaucoup, parce que je suis mordu à l'immobilier et puis que c'est mon travail. On pourrait parler de mes clients. J'ai des clients qui ont beaucoup de biens aussi et qui ont investi lourdement, massivement, on va dire, avec nous. Et on me dit, ouais, ok, mais donc chaque mois, combien tu gagnes avec l'immobilier? Je dis, pas grand-chose, en tout cas, j'en vis pas. Et ils me disent, mais alors ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah, si, ça sert, puisque les 3 moyens de s'enrichir avec l'immobilier, le premier moyen, c'est la capitalisation. C'est ce que vous allez rembourser, le remboursement du capital auprès de la banque. Concrètement, vous faites un crédit. Chaque mois qui passe, vous encaissez un loyer. Et ce loyer permet de rembourser une mensualité de prêt.
Dans cette mensualité de prêt, il y a une partie qui sert les intérêts et une partie qui sert bien évidemment le remboursement du capital, ce qui fait que si vous revendez votre bien dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si vous avez emprunté 100 000 euros par exemple, eh bien dans 5 ans, vous avez emprunté sur 20 ans, vous aurez, ce n'est pas aussi simple, mais vous aurez déjà remboursé 25 000 sur les 100 000 de capital. Si vous revendez votre bien 100 000, encore une fois, je schématise, c'est plus compliqué puisqu'il y a de l'impôt sur les plus-values. Ce n'est pas forcément un amortissement linéaire, donc les intérêts, il y en a plus au début. Mais dans la logique, vous allez avoir une partie que vous aurez remboursée. Si vous revendez votre bien dans 20 ans, bah, vous allez encaisser la totalité, moins l'impôt sur les plus-values, mais vous n'aurez plus rien à rembourser à la banque. Il y a donc un transfert de patrimoine qui s'opère pendant votre prêt, puisqu'au tout début, le premier mois, le bien, finalement, il appartient à la banque. Vous avez un bien qui a une valeur de 100 000, j'exagère parce que vous allez mettre de l'apport, mais vous avez un bien qui a une valeur de 100 000, il y a 100 000 euros de crédit, bah, votre patrimoine est de zéro le premier mois. Et chaque mois qui passe, votre patrimoine augmente puisque vous avez remboursé une traite à la banque. Et donc, votre patrimoine augmente et la valeur détenue par la banque, elle diminue. Voilà, c'est la logique. Donc, c'est rembourser la banque. Le deuxième moyen de s'enrichir, c'est la plus-value. On le voit, là, à gauche, je vous ai mis des courbes d'évolution. Donc, on voit que ce n'est pas linéaire, l'évolution des prix immobiliers. Il y a des petits moments de légère baisse dans le marché immobilier français, mais c'est quand même un marché qui est en augmentation constante pour une raison très simple, c'est que c'est un actif immobilier. Et les gens ont toujours besoin de se loger. Il y a de plus en plus de monde. On a un phénomène également qu'on appelle la décohabitation. Donc, malheureusement, de plus en plus de couples qui se séparent dans les grandes villes, ce n'est pas qu'en France, et donc des besoins de logement, puisque on voit que des personnes qui vivaient plus ensemble à deux, là, si on a besoin de 2 logements puisqu'elles se séparent, forcément, il y a besoin de plus de logements. On voit aussi que l'inflation fait que la valeur monétaire baisse, donc il faut plus d'argent pour payer le même bien immobilier. C'est ce qui fait qu'on a une courbe en augmentation constante, même s'il y a des moments de légère baisse, comme dans tout marché. Le troisième point, c'est le cash flow. Si vous allez sur des opérations qui sont peut-être plus rentables, vous mettez de l'apport, puisque les banques vont vous le demander en tant que non-résident, et vous avez un bien qui est très rentable, qui a une rentabilité parce que vous êtes dans une ville secondaire, que vous exploitez en colocation, parfois en courte durée. Là, vous allez pouvoir avoir un delta, c'est-à-dire que votre loyer encaissé, selon la rentabilité de l'opération, sera supérieur à la mensualité de crédit. Donc là, vous récupérez tout de suite du cash immédiatement. Voilà. Donc, 3 moyens de s'enrichir avec l'immobilier. 1, la capitalisation du remboursement à la banque chaque mois de votre mensualité de prêt, donc la partie remboursement du capital. 2, la plus-value future, puisqu'on voit que les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter sur une durée longue, et ça c'est mathématique. Et le troisième chose, c'est l'éventuel cash flow selon la zone dans laquelle vous investissez. Maintenant, on va regarder quel est le rendement réel d'un projet immobilier. Parce que si on regarde par exemple un studio à Paris, une colocation à Marseille, un immeuble à Lille, donc ça c'est des exemples de projets qu'on est capable de gérer pour vous. Je vous ai mis des exemples. Ici, c'est le budget total du projet. À chaque fois, en parlant de budget total, achat, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires, donc vraiment la totalité de ce que vous avez dépensé. Donc, je vous ai mis des ordres de grandeur pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. C'est tout à fait ce qu'on est en mesure de faire pour vous. À Paris, donc 4,80 de rendement, donc 12 000 divisé par 250 000. À Marseille, une coloc, on va avoir sur 3 ou 4 chambres, on est capable d'avoir des rentabilités à 7,5%. Et un immeuble, par exemple, à Lille, en périphérie de Lille, on est capable de faire du 7% sur un immeuble de rapport entier sur des budgets plus élevés. Ça, c'est les loyers encaissés par an. Le rendement, c'est très simple, c'est le loyer ici annuel divisé par le montant dépensé en totalité. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Pour que vous compreniez en fait que ici, on a le rendement de l'opération. OK? Bon, là, je vous ai mis des prévisions. On n'a pas de prévision future. J'ai pris ce qui s'était fait dans le passé, en fait, selon les villes, selon Meilleur Agent. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire il y aura 15% de hausse à Paris dans 5 ans. Je ne sais pas. Pour moi, le marché parisien va repartir à la hausse et il a déjà commencé. Mais je ne sais pas ce qui se passera dans 5 ans. J'ai mis des hypothèses. Si on met un apport de 35%, Givenchy nous le dira, mais je pense que c'est à peu près ce que les banques demandent pour un non-résident. Donc, un tiers d'apport. Ça veut dire que pour financer votre studio à Paris, vous allez mettre… Vous voyez ma souris ou pas, Romain? Ouais, ok, cool. Oui, donc, pour financer un projet à 250 000 euros, vous allez mettre 87 000 euros, par exemple, ou faire des montages, vous mettez moins d'apport avec Givenchy, je la laisserai nous expliquer ça, et emprunter 160 000 euros. Okay, donc là, pareil, une coloc à Marseille, j'ai mis 87, j'emprunte 162. Ici, j'ai mis un apport plus conséquent parce que le projet est plus cher, 240 000 et j'emprunte 440 000 euros. Et bien là, j'ai mis un exemple de coût des intérêts. Alors, j'ai peut-être été
sur des taux peut-être un petit peu bas, je ne sais pas, mais ils sont orientés à la baisse. Donc, le temps que vous fassiez un projet, à mon sens, ils vont encore baisser. 3,20 bon, dans mon hypothèse, plus une assurance. Donc, ça fait 3 500 euros d'intérêt par an payé pour emprunter 162 500 euros. OK. Ici, c'est pareil, c'est le même montant emprunté. Et ici, c'est proportionnel. Alors, petit point sur les intérêts d'emprunt, c'est ce qu'on paye les intérêts d'emprunt, c'est pas ce que ça vous coûte. Ça ne vous coûte pas 3 500 euros parce que ces intérêts d'emprunt, ils vont passer en charge. Ils vont venir gommer de l'impôt. Ils vont venir gommer du loyer imposable. Avec le régime LMNP ou en STLIS ou en LMP, chaque année, ces 3 500 euros, vous allez dire, vous allez sortir votre tableau d'amortissement à l'expert comptable et il va vous dire, OK, sur les 3 500, je les passe en charge. Ça gomme 3 500 euros de loyer sur lesquels j'aurais payé de l'impôt. Donc, en fait, ça ne vous coûte pas vraiment 3 500. Mais bon, c'est ce que vous dépensez pour payer la banque. Mais après, vous récupérez une partie en impôt. Eh bien, le loyer, ici, j'aurais aimé tout faire entrer sur un tableau, ça aurait été plus clair, mais 8 500 euros, ça sort d'où? C'est ces 12 000 euros de loyer encaissé, moins le coût des intérêts d'emprunt. Voilà, j'ai bientôt fini ma démonstration. Donc, j'ai 8 500 euros de loyer net d'intérêt. Donc, loyer net d'intérêt après avoir déduit, etc. Et pareil ici. Eh bien, le rendement du capital, c'est quoi? C'est le loyer net d'intérêt, donc c'est le remboursement du capital, c'est l'enrichissement. Il est de 8 500 euros par an sur l'apport de 87 500. Parce que l'argent que vous avez vraiment mobilisé dans votre projet, ce n'est pas 250 000 euros. C'est 87 000 euros. Le reste, c'est la banque qui vous l'a prêté. Si vous aviez mis vos 87 000 euros en bourse, par exemple, vous n'auriez pas investi 250, vous auriez investi 87. Okay. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Vous avez réellement mobilisé de votre trésorerie personnelle 87 000 euros dans ce projet, etc. Et donc, le rendement ici, il est de 8 500 euros net d'intérêt, encore une fois. Donc, j'ai vraiment fait l'exercice, divisé par 87 500 pour que vous compreniez la logique. L'enrichissement annuel, il est d'environ 10% sur votre studio parisien. Et ici, bien évidemment, à Marseille, on a une meilleure renta, donc il monte à 14% ou à 16% sur l'île. Ce qui fait que concrètement, vous avez fait travailler votre apport et votre argent sur un rendement proche de 10% ou au-delà de 10% en ayant la sécurité, entre guillemets, tout investissement comporte des risques, mais la sécurité quand même d'un placement immobilier, qui est un des placements les plus sécurisés pour plein de raisons, et c'est pour ça que les banques d'ailleurs acceptent de prêter. Et dernier point que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est que derrière, si vous avez une plus-value de ce que je vous ai mis ici, 15% en 5 ans, ce qui est tout à fait réaliste, c'est 15% de plus-value en 5 ans, ça fait 7 500 euros par an. Donc, c'est 7 500 x 5. Je l'ai annualisé. Et donc, si on réintègre l'enrichissement annuel par le remboursement du capital plus la plus-value, ici et ici, ça fait un enrichissement donc, de 16 000 euros par an au bout de 5 ans, si on regarde en arrière, divisé par 87 000. Là, j'ai fait travailler mon argent à 18%, si tant est que l'immobilier prenne 15% à Paris dans les 5 prochaines années, ce qui me semble tout à fait possible, mais après, vous pouvez faire varier les hypothèses. Dans tous les cas, ça va venir doper avec la réintégration de la plus-value le rendement de votre capital qui passe d'un rendement de 9,70 à un rendement de 18, 37, 32 selon les évolutions des prix de l'immobilier. Donc, on voit qu'en fait, pourquoi l'immobilier est magique, l'idée, c'est de faire le plus d'effets de levier possible, donc de mettre le moins d'apport possible sur l'opération. Il y a des moyens, et Givenchy en parlera, de ne pas mettre tout en apport dans le projet, mais de pouvoir peut-être faire d'autres placements à côté. Mais en tout cas, vous faites travailler l'argent mobilisé dans l'immobilier sur des rendements qui sont élevés grâce au travail de Givenchy et au fait que les banques vont vous prêter. On le voit ici. Et tout en ayant un placement qui est un des plus sécurisés. L'immobilier dans les grandes villes, c'est un des plus sécurisés en termes de prise de risque sur un marché français qui est très résilient en termes d'immobilier. Voilà, donc donnez-moi un levier, donc levier bancaire et un point fixe et je soulèverai le monde, comme dit Archimède. Je vous ai pris quelques petits exemples maintenant de ce qu'on est capable de faire en termes de rentabilité. Bon, là, c'est à Paris, un T2 de 27 mètres carrés, donc c'est un peu grand pour que ce soit très rentable pour Paris. 27 mètres carrés en T2, ce n'est pas grand, mais on est capable de faire plus petit parce que plus c'est grand et moins c'est rentable, entre guillemets. Alors, on est sur un budget tout inclus de 400 000 euros, achats, travaux, donc c'est toujours pour des biens rénovés, meublés, frais de notaire inclus, honoraires inclus, donc refait à neuf entièrement, avec dont incluant des travaux de 38 000 euros. Et on finit sur des rendements ici de 4,37%. Si on va sur des villes ou des zones comme Marseille ici, je vous ai mis d'exemples de projets, on est sur une plus grosse coloc ici, 4 chambres, 100 mètres carrés, on finit à 4 000 euros le mètre, un peu en dessous. La ville de Marseille est intéressante pour ça, parce qu'on n'achète pas cher au prix au mètre carré, avec des revenus à 2 350 euros, donc divisé par 4 parce qu'il y a 4 chambres, et on est sur une rentabilité au-delà de 7%.
Et voilà, je vous ai mis un immeuble de rapport à Lille, un petit immeuble de rapport qui va générer celui-ci 7,72% de rentabilité. Voilà, on est présent dans différentes villes. Ce qui marche bien aujourd'hui, puisqu'on me demande souvent, bah, ça peut être la Côte d'Azur. On est capable de vous faire des choses à Nice ou à Cannes, par exemple, qui a un bon mix entre rentabilité et patrimoine. On nous le demande beaucoup parce qu'être sur la Côte d'Azur, évidemment, ça fait rêver. Vous pouvez garder l'appartement pour vos enfants s'ils étudient à l'EDEC, par exemple à Nice plus tard, ou pour vous en pied-à-terre. Si vous souhaitez à un moment, une fois qu'il a été payé en partie par les loyers, bah, vous souhaitez en profiter, tout simplement, ça peut être intéressant. La Côte d'Azur ou Paris, on nous le demande beaucoup pour les non-résidents. Ou après, on peut être sur d'autres villes, hein. On est à Bordeaux, on est à Vannes, par exemple, en Bretagne. On est dans beaucoup de villes en France. On est à Lille, on est dans beaucoup de villes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Maintenant, je vais passer la parole à Givenchy sur la partie financement. Merci Manuel, merci beaucoup. Alors rapidement, je sais qu'aujourd'hui on a un public plutôt États-Unis, Canada. Là, ce que je voulais vous montrer rapidement en vert, tous les pays en vert, nous pouvons les financer. On va jusqu'à l'Australie, on va jusqu'à la Corée du Sud, le Japon. Donc il n'y a pas de notion de pays, sauf les pays qui sont effectivement en guerre ou difficultés, instabilité politique, monétaire, autre, ou géopolitique. Effectivement, on ne peut pas intervenir. Mais de manière générale, les banques françaises ou européennes, il faut aller chercher une option dans une banque européenne, on a la possibilité de financer les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Européens, toutes ces personnes qui habitent en Afrique du Nord, en Asie et en Australie. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez un point à savoir, est-ce que je suis aux États-Unis, est-ce que je peux obtenir un prêt? Oui, vous pouvez obtenir un prêt aux conditions du marché qui sont établies pour les non-résidents et les expatriés. Ce sont des points que nous allons voir dans les prochains slides. Je veux bien que tu tournes, Manuel, le slide d'après. Comme disait Manuel, effectivement, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des États-Unis. Et les taux sur 10 ans, sur 5 ans, sur 15 ans, on est sur des taux autour de 4, 5, 6, 7%. Ce sont des taux auxquels mes clients aujourd'hui financent ou refinancent aux États-Unis et au Canada. Et aujourd'hui, nous, on arrive à les financer en France sur des taux 3,50, 3,70, 3,90. 4%, ça reste inférieur à 4% lorsqu'on est sur des profils CDI. Il faut faire la différence entre les clients qui sont en CDI et les clients qui sont chefs d'entreprise. Les conditions peuvent être très différentes. Donc, il ne faut pas raisonner en termes de taux. Il faut plutôt voir toutes les conditions de prêt que vous allez obtenir autour du prêt. Pour quelles raisons je n'ai pas les taux que je vois dans le Figaro en ce moment à 3,25 sur 20 ans? Pour quelles raisons la banque me propose un taux à 3,90 sur 20 ans? Quelles sont les contreparties? Quelles sont les conditions? Et elles restent toujours beaucoup plus intéressantes pour vous si vous compariez ces offres à ce que vous pouvez obtenir au Canada et aux États-Unis. De la même manière, effectivement, on va dire tous les clignotants sont au vert. On voit en tout cas une demande de financement de plus en plus importante depuis le mois de, j'ai envie de dire, octobre-novembre. La demande augmente. Janvier a été un très bon mois pour nous. Le nombre de demandes a été très bon. Et on voit que les demandes augmentent, les taux baissent ou voire se stabilisent, mais ils ne vont pas aller sur des taux à 3% comme vous pouvez attendre pour les non-résidents, mais ça reste quand même des taux intéressants et donc c'est le bon moment pour acheter. Pourquoi? Les prix, on a vu qu'il y avait un réajustement des prix, un rééquilibrage qui a été fait en termes de prix dans certaines villes, pas toutes les villes, mais les grandes villes ont fait une correction sur les prix. Et ensuite, les vendeurs aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, avec les vendeurs, vous avez la possibilité de négocier le prix. Et ensuite, nous, avec les banques, on a aussi la possibilité de négocier certaines conditions d'emprunt. De ce fait-là, le moment devient propice pour faire votre investissement locatif. Comme affiché, on peut financer tous les pays, hors les pays à difficulté. On peut financer toutes les nationalités. Donc, si vous avez une double nationalité franco-américaine ou franco-mexicaine et vous voulez investir en France pour faire soit de la résidence secondaire, investissement locatif ou votre prochaine résidence principale, il n'y a pas de problème. Nous, on va aller chercher la meilleure banque qui peut vous accompagner par rapport à votre profil. Il faut savoir que les banques ne font pas de volume
sur les non-résidents, elles vont faire du cas par cas. Donc, c'est assez difficile de vous dire aujourd'hui, pour tous les Américains, quelles sont les conditions que vous allez obtenir. Je suis sûre que dans le public, j'ai des clients que j'ai déjà financés ou des clients qui sont en cours de dossier chez nous et ils pourraient se dire, bah, attends, tu proposes un taux à 3,70, mais moi, j'ai eu un taux à 3,90. La raison est simple, c'est que tout dossier de prêt pour les non-résidents, ce sont des dossiers sur mesure. Les banques, elles vont vous établir une condition de prêt en fonction de votre profil, votre âge, votre salaire, votre situation financière, la superficie financière, vos avoirs, votre épargne après projet. C'est tout un ensemble de paramètres qui sont à regarder avant de dire 3,50, 3,30, 20 ans, 25 ans, LTV à 90%, 80%, sans placement, avec placement, nantissement. Donc, c'est tout un paramètre qu'il faut regarder. Donc, on ne vous fera pas de simulation, on va dire, qui va être généralisée pour tous les Américains ou pour tous les Canadiens, mais plutôt une idée de ce que vous pourrez obtenir si vous achetez en France. Je veux bien le prochain slide. Manuel. Rapidement, quelles sont les conditions? Donc, comme je vous disais, si vous avez un projet locatif en France cette année et que vous ne savez pas si une banque peut vous financer, nous avons la possibilité de faire une simulation sur la base de votre situation, à savoir calculer votre taux d'endettement, calculer votre budget, savoir si une banque prête en SCI. Il faut savoir que les financements SCI, c'est assez complexe. La raison, c'est que les banques, elles vont nous dire il y a deux acheteurs et parfois il y a des enfants mineurs. Nous, nos systèmes informatiques ne permettent pas de financer un projet via une société aussi facilement. On a tout un process bancaire un peu plus complexe. Donc, lorsqu'on a beaucoup de demandes, ils vont avoir tendance à vous refuser une demande en société. Ensuite, en société, ça a aussi des impacts fiscaux. Donc, il faut que vous sachiez ce que j'achète en nom propre ou via une SCI, quels sont les impacts en cas de revente, quelle est l'imposition que vous allez avoir pendant toute la durée de détention de votre projet. Moi, je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un notaire et de lui poser toutes ces questions par rapport à votre situation personnelle, patrimoniale et familiale, voir quel est le montage financier, le montage bancaire le plus simple. Moi, en tant que courtier, j'aurais tendance à vous dire qu'aujourd'hui, un financement en nom propre est toujours beaucoup plus simple que via une société. Tout dépend de la taille de votre projet, tout dépend de votre superficie financière et l'appétit de la banque, hein, la banque que je vais consulter. Et si la banque, elle me dit, oui, c'est un très bon profil, je veux vraiment l'avoir, elle va tout faire pour le faire via le montage que vous souhaitez. Par contre, si vous rentrez dans un process, on va dire, très standard, elle risque d'être un peu plus exigeante en disant, moi, ce client, je veux bien le prendre, par contre, ce sont mes conditions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques, elles prêtent, mais elles imposent leurs conditions. Et le rôle d'un courtier comme nous, c'est de voir quelles sont les conditions, quels sont les paramètres et quels sont les clients qui rentrent dans ces paramètres pour que tout le process soit le plus simple pour vous. Quelles que soient les conditions, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez salarié et que vous êtes chef d'entreprise depuis plus de 3 ans ou moins de 3 ans, que vous êtes salarié et que vous avez changé de société, vous n'avez pas les bonus sur les 3 dernières années dans la même société, il est important de calculer votre taux d'endettement. Ça, c'est la première chose que nous faisons sur tous les dossiers. En fonction de votre taux d'endettement et votre budget, on est capable de vous dire si vous pouvez aller sur un projet à 100 000, 200 000, 400 000 ou 1 million. Et en fonction de votre budget, on peut vous calculer votre épargne à sortir, l'apport dont Manuel parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on fait un apport de 30%, 35% ou 40% ou 50%? Effectivement, j'ai des clients où j'ai dû imposer un apport de 50% pour rentrer dans le taux d'endettement qui est imposé, c'est de 35%. Le 35%, c'est après projet. Donc, ça veut dire quand je calcule votre taux d'endettement, je vais regarder votre situation actuelle et je vais venir ajouter votre nouveau projet et calculer le nouveau taux d'endettement. Et c'est très important parce que pour éviter les déceptions, pour éviter les frictions avec les frustrations qu'on pourrait avoir avec les banques, il est toujours recommandé de calculer vos taux d'endettement et votre budget avant de se lancer sur un projet. C'est très important. Ça permet de bien se lancer sur le bon projet dès le début et donner effectivement les bonnes instructions à votre chasseur qui vous dira est-ce que je vais sur un petit, moyen, gros projet.
Donc, si vous êtes chef d'entreprise, pas de panique. Effectivement, toutes les banques ne vous financent pas. La raison est simple, c'est qu'elles n'ont pas en interne les capacités à lire vos avis d'imposition, vos bilans comptables, voir si votre société, elle va bien, si vous avez des revenus stables. Donc, elles n'ont pas le personnel dédié à ça. C'est la raison pour laquelle elles auront tendance à dire non, sauf sur certains métiers, les experts comptables, les avocats, les indépendants, consultants, tous les métiers où il n'y a pas de service ou un restaurant ou un magasin, ça c'est compliqué. Toutes les autres personnes, on peut trouver un financement. Par contre, la banque, elle pourrait mettre des minimums de financement à 300 000, 400 000, 500 000 selon la taille du projet et le profil du client. Donc, ce qu'il faut retenir, selon le profil, j'ai une banque. Parfois, sur les US personnes et sur les Canadiens, on va dire, ça dépend, hein, les conditions, ça évolue énormément, c'est très évolutif. Les banques, à un moment donné, elles vont dire, je vais faire les US personnes, après elles vont arrêter, elles vont reprendre. Donc, c'est très important pour vous de nous consulter ou de consulter votre banque, à savoir si elles peuvent financer votre projet et de calculer le taux d'endettement. De manière générale, les délais partaient entre 2, 3, 4 mois selon la complexité des dossiers. On a des dossiers qu'on arrive à financer en 2 mois, des dossiers qu'on va financer sur 3 mois et demi. Tout dépend des documents, la partie administrative bancaire qui est toujours longue, hein, vous êtes en France, il ne faut pas oublier. Le banquier, il va faire tout le process à distance et donc il a besoin d'être sûr que le dossier qu'il le reçoit, c'est un vrai dossier, que tous les documents sont conformes. Donc il a tout un process de vérification derrière en interne qu'il a l'obligation de le faire. Il passe par nous. Donc nous, on fait déjà une première validation de votre dossier chez nous en interne. On vérifie tous vos documents. Ensuite, on vous fait un premier email en disant, voilà, votre dossier nous semble complet. Et là, on va le déposer auprès de plusieurs banques. C'est à ce moment-là qu'on va recevoir des retours. On va avoir des retours négatifs, des retours positifs. Tout dépend de la complexité, votre taux d'endettement, le profil que la banque elle a envie de valider. Ensuite, Manuel, je veux bien que tu passes. Là, j'ai fait une J'avais simulation rapide. j'avais une petite Oui, question, Givanti, pour les gens qui nous regardent. Je sais que tu fais parfois des montages où ils ne sont pas obligés de mobiliser forcément tout l'apport, ils peuvent faire un placement oui. sur une partie, comment ça se passe Alors, sur cet aspect? c'est possible. Là, encore une fois, il faut avoir la validation du banquier. Un prêt, on va dire, un prêt où tu places 200 000 pour lever 200 000, c'est trop petit. Donc, il y a des budgets. Si vous avez un immeuble de rapport ou un très bel appartement à Paris, 100 mètres carrés, à Paris 16, pour 1 million d'euros, effectivement, là, je peux venir lever 1 million d'euros et placer 500 000 en banque. Donc, vous allez toujours me dire, Givenchy, c'est quand même 50%. Mais attention, j'ai pu lever 100% la valeur du bien sur 20 ans, soit en prêt amortissable, soit en prêt in fine, 3,70, 3,50, 3,90 en termes de taux. Tout dépend de votre profil. Donc, sur du petit budget, j'ai envie de dire moins d'1 million d'euros, les banques, elles auront du mal à vous proposer du prêt cash, c'est-à-dire contre du cash, elles vous font du prêt. Ça va être compliqué parce que l'argent qu'elles vont collecter derrière, elles vont le placer sur le marché. Donc, en fonction de votre profil investisseur, elles vont vous dire, moi, sur 500 000, je ne vais pas pouvoir lever beaucoup. Donc, du coup, je ne vais pas faire les petits projets. Par contre, sur 1 million, s'il y a 500 000 euros de placement, je vais pouvoir lever 100% la valeur du bien. Donc, en fonction de votre projet, le produit le plus classique qu'on a tendance à faire sur du amortissable, sur du locatif, c'est du amortissable, comme tu disais tout à l'heure, Manuel. C'est-à-dire, vous avez un crédit, là, regardez, vous avez une mensualité de 936 euros par mois. J'ai mis un loyer à 800 euros. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que votre crédit, votre loyer ne soit pas très loin, que ça ne fasse pas un delta trop important lorsqu'il y a des vacances locatives, lorsqu'il y a un changement de locataire, et donc que vous puissiez assumer sereinement tous les mois. Et encore une fois, ça dépend du profil des clients. On a des clients qui vont nous dire, là, Givenchy, du 80% de levée, j'en veux pas, mais je veux plutôt lever le maximum. Donc, sur un US personne, je peux peut-être aller sur du 90%. Par contre, là, je vais vous demander un peu d'épargne à placer en banque. Donc, en fonction de ce que vous pouvez accepter, en fonction de ce que je vais trouver sur le marché, je peux vous financer. Là, avec 25% d'apport, je peux financer un 80% pour un projet à 217.
Donc voilà, donc ce qui est important, c'est de voir votre budget et en fonction de budget, combien je vais pouvoir lever en dette, sur quelle durée. Donc si vous voulez être sur du 25 ans, parfois certaines banques peuvent aller, mais elles auront tendance, en France, on a tendance à protéger les emprunteurs. On n'a pas envie que les emprunteurs ils y aillent sur des durées trop longues. Le banquier, il va avoir un discours très protecteur. Il va dire, mettez un peu d'épargne, un peu d'apport, mettez de l'épargne de côté, mettez de l'épargne de précaution, prévoyez une assurance emprunteur, assurance habitation, une prévoyance en cas de défaut de paiement, en cas de décès ou invalidité. Il peut vous proposer une assurance loyer impayé en cas de défaut de paiement de la part du locataire. On est toujours dans un schéma en France, on aime bien protéger l'emprunteur en cas de situation difficile. Donc ça, c'est le discours que vous allez avoir face à un banquier. Donc, il ne faut pas s'étonner parce que le banquier il a envie de vous protéger, entre guillemets, d'éventuelles d'incidences de paiement ou de complications dans la vie d'un être humain. Donc, il a tendance à vous proposer un package que vous pouvez parfois trouver un peu exagéré parce que ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir aux États-Unis. Alors que nous, en France, on est tout à fait dans notre standard. L'assurance emprunteur, l'assurance habitation, c'est le minimum qu'une banque puisse vous demander. Donc, ne soyez pas étonnés si votre banquier vous le demande parce qu'on vous le demandera également lorsque nous, on proposera vos dossiers en banque, parce que ça fait partie des différentes, on va dire, contreparties qu'une banque peut exiger. Ensuite, Manuel. Le prochain slide, attention, le début a été coupé. Là, rapidement, l'objectif, c'est de vous montrer que le parcours emprunteur en France aujourd'hui pour les expatriés, pour les non-résidents, de manière générale, si vous êtes aux États-Unis, Canada, on le fait de manière 100% digitale. 100% digital, ça a quand même un risque pour une banque, c'est la vérification, la conformité, que tout le dossier que nous recevons, que nous déposons ensuite en banque, sont réels, sont conformes et que les documents existent vraiment, qu'on ait bien fait toute la vérification. C'est la raison pour laquelle on va vous demander le contrat de travail, l'avis d'imposition, le bulletin, le relevé de compte, le W2, bref, tous les documents pour vérifier la même information au final. Vous me direz, Gilanté, on va vérifier la même chose. L'objectif derrière, c'est de démontrer que votre dossier, il est vrai, de démontrer que vous êtes bien à jour dans vos paiements et de démontrer la cohérence entre votre contrat de travail, votre bulletin de paye et votre relevé de compte. Notre rôle, c'est de vérifier que toutes ces informations sont réelles. Et c'est comme ça qu'on arrive à dissocier un dossier complet d'un dossier incomplet. C'est la raison pour laquelle certains dossiers ne passent pas en banque ou on a des clients qui sont en banque, malheureusement, ils n'y passent pas plus de 3 semaines, ils reçoivent un refus. Tout simplement, ils n'ont pas fourni toute la documentation que le banquier attendait. Et nous, on est habitués. Donc, quand vous venez nous voir, on vous fait une liste. Effectivement, elle fait mal aux yeux quand vous la recevez, la liste, mais ce sont des documents, vous les avez tous. Tous ces documents, vous les avez peut-être éparpillés à droite, à gauche. Par exemple, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien en France, on va vous demander l'attestation de propriété. Si vous avez un crédit, l'offre de crédit. Si vous avez un tableau d'amortissement, le tableau d'amortissement, le bail de location, la quittance de loyer, la quittance et l'avis d'imposition. Ensuite, la déclaration de l'imposition. Bref, l'objectif, c'est vraiment de vérifier que toutes les informations que vous nous donnez, elles sont cohérentes. Mais à la fin, on va vérifier la seule information qui est, est-ce que le bien, il est loué? Oui, il est loué. Par qui? Pour combien? Combien de temps? Et sur quel compte arrive le loyer? Et ça, c'est notre rôle de vérifier que toutes ces informations-là, elles sont réelles et qu'on les a bien stipulées et qu'on les a bien surlignées et qu'on a fait un travail de découverte correct et que le banquier, quand on reçoit un dossier complet de notre part, il est content parce que c'est un dossier qui a été bien instruit. Donc, ne pas s'étonner sur la liste assez longue de documents qu'on vous demande, c'est tout à fait normal. Ne soyez pas surpris lorsqu'on vous le demande. Ensuite, une fois que le dossier il est complet, de manière générale, au bout d'un mois, vous avez déjà un premier retour d'une des banques qui vous dit oui, ce dossier m'intéresse et à telle condition, grosso modo. Si le client il est OK, tu nous mets en contact. Nous, c'est ce qu'on fait. Dès qu'on a fait une sélection des banques, on dit à notre client, je suis désolée, on a pu identifier une banque, on a pu identifier, heureusement pour vous, 2 banques ou 3 banques. Voici l'étude comparative ou voici, désolé, on n'a pas pu vous trouver de banque sur les 4 banques identifiées, il n'y en a qu'une qui a pu nous faire un retour. Les autres, elles ne sont pas prêtes pour le moment à vous accompagner. Donc, est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'avancer avec la banque A, l'ouverture de compte, l'assurance emprunteur, les contreparties, l'édition des offres de prêt? Donc, nous, on va vous assister sur tout le process jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous obteniez
l'accord de principe, l'édition des offres de prêt, la lecture de l'offre de prêt ensemble si nécessaire pour comprendre toutes les conditions. Ensuite, on va vous accompagner jusqu'à la signature chez le notaire. Tout ce parcours-là va se faire digitalement chaque fois que c'est possible. On a des dossiers sur lesquels les banques demandent, notamment pour l'Angleterre, de rencontrer le client, parce que là, c'est une conformité en interne qu'elles ont, de vérifier et de voir le client avec son passeport. Dans ce cas-là, on vous dit, sur 3 banques, il y en a une qui nous dit de vous rencontrer. Et donc, on fait en sorte d'arranger un rendez-vous avec le banquier à Paris, dans une agence la plus proche du train où il a pu descendre. Donc, on va s'arranger pour vous trouver au moins une banque. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il n'y a pas 50 banques, il y a au moins une banque qui va pouvoir vous accompagner. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour ma petite présentation. Donc rapidement, ce sont mes coordonnées. Donc si vous avez une question à savoir est-ce que mon projet est finançable, est-ce que je peux obtenir un financement par rapport à ma situation professionnelle, personnelle, bancaire, n'hésitez pas à nous envoyer un email et moi, je serai capable de vous répondre à toutes ces questions-là. Voilà, merci. Manuel, ton micro est fermé si tu veux juste rouvrir ton micro. Ouais. Donc, on va passer aux questions-réponses. Peut-être, de toute façon, on va vous renvoyer la presse après. Je vous laisse peut-être noter les coordonnées. On aurait dû mettre les deux sur la même slide. Je suis en train de me dire, Givenchy. C'est pas Mais très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le chat et pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je vais mettre dans les commentaires les contacts. Donc là, s'il y a des gens qui se sont absentés, il est l'heure de revenir à l'écran. Si vous nous écoutez en audio, vous avez donc les coordonnées de Juventy qui étaient sur la slide d'avant. Je vais les mettre dans le chat. Et si vous voulez prendre contact avec Manuel, vous avez son QR code. Vous avez l'habitude hein, sur les webinaires de French Morning, on a toujours un QR code à scanner et vous pouvez rentrer, prendre directement même rendez-vous avec Manuel et son équipe. On a une première question que j'ai vue sur LinkedIn. Combien ça coûte de travailler avec Manuel? ça coûte 8% du montant du projet, donc achat, travaux, ameublement, toutes les étapes qu'on va gérer en fait pour le compte des clients. 8,4% précisément TTC. On est payé uniquement au succès. Donc, si vous nous mandatez, tant que vous ne devenez pas propriétaire du bien, donc ce n'est pas quand on vous trouve un bien, c'est quand vous devenez propriétaire le jour de l'acte authentique que vous nous payez. Voilà. Donc, vous ne payez rien tant que vous n'êtes pas devenu propriétaire, donc que vous n'avez pas validé un projet, que vous n'êtes pas avancé avec le financement avec Givenchy. Et nos frais passent également en charge, en déficit, comme des frais d'agence, donc viennent gommer de l'impôt. Donc, le prix le coût après impôt est moindre que ça. L'objectif, c'est de gagner du temps, de l'expertise, et également qu'on vous fasse acheter moins cher et qu'on gère chacune des étapes du projet, puisque gérer aussi des travaux, en général, c'est assez stressant et compliqué. Une question de Frédéric. Faut-il investir à Paris ou en province? Alors, faut-il investir à Paris en province? C'est une bonne question, Frédéric. Ça dépend de vos objectifs et de votre stratégie. Si vous me dites que vous voulez plus de rendement, on ne pourra pas aller dans Paris, puisque Paris, c'est une ville patrimoniale, donc ça a ses atouts. Paris garde beaucoup de valeur. C'est un marché très liquide, avec une forte tension locative. Avoir un appartement à Paris, ça peut être intéressant également pour en pied-à-terre ou pour vos enfants plus tard, etc. Mais si vous voulez un rendement locatif plus élevé, on va vous accompagner par exemple à Toulon, au Havre, qui fonctionnent très bien, qui sont des villes de taille moyenne, mais qui proposent des rendements plus élevés et où il y a quand même de la tension locative. Donc ça va dépendre de la stratégie. Lors du premier rendez-vous que je vous propose de réserver avec le QR code, vous allez voir avec mon équipe, vous allez donner vos objectifs. On va essayer de comprendre de quel niveau d'apport vous disposez. Est-ce que vous avez déjà rencontré Givenchy sur la partie financement, par exemple? Une fois qu'on sait votre capacité d'investissement, on va essayer de comprendre vos objectifs. Est-ce que c'est plus le rendement? Est-ce que c'est plus un aspect patrimonial? Et là, on va pouvoir vous conseiller, vous montrer des exemples de projets. Donc, si vous prenez ce rendez-vous, on vous montrera des projets chiffrés qui correspondent à vos objectifs et vous pourrez vous rendre compte de toutes les décompositions de tous les coûts du projet, puisqu'on a une projection financière que j'aurais pu d'ailleurs afficher, je le ferai dans le prochain, où on montre absolument tout le détail avec des hypothèses. Vous pouvez faire varier des simulateurs et ça, vous le verrez avec le conseiller. Voilà. Et à partir de là, vous verrez si Frédéric, c'est plus sur Paris que vous souhaitez vous orienter ou plus sur une ville de province. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous dit, pouvez-vous expliquer le financement en prêt lombard et ses avantages?
Alors, le prêt Lombard, c'est très simple. Vous donnez une somme d'argent et vous récupérez la même somme d'argent en prêt. Euh, pour les expatriés, il va y avoir des minimums. Donc sur 200 000, 300 000, ça va être compliqué. Donc si on est sur des montants supérieurs à 500 000, je pense qu'on peut trouver une banque qui sera capable de lever de la dette contre votre épargne. Les avantages, c'est que vous n'utilisez pas cette épargne que vous avez dans un projet immobilier. Vous avez un crédit et en face, votre argent, vous le faites travailler dans une banque. Donc, vous allez avoir des revenus locatifs de votre propriété, donc votre investissement, et de l'autre côté, vous allez avoir des revenus issus du placement via la banque avec laquelle on aura sélectionné le crédit. Et ensuite, voir tous les avantages que Manuel a présentés tout à l'heure entre le crédit, la fiscalité et toute la partie volet, on va dire volet fiscal qui est intéressant lorsqu'on fait de l'investissement locatif. Donc, c'est intéressant dans certains cas. Oui, Parfait. l'idée, c'est ça. Moi, c'est ce que je pense, c'est le meilleur des deux mondes des placements nantis, c'est que vous mettez peut-être moins d'apport, si c'est possible. Encore une fois, c'est pas à moi de le dire, mais plus Givenchy sur la partie montage. Mais la logique, nous, on l'a déjà vu chez des clients que Givenchy avait financé, plutôt des gros budgets. Effectivement, il y a le levier de la bourse que vous souhaitez faire, que vous faites peut-être déjà au sein d'un autre établissement bancaire, et en plus le levier maximal, ou en tout cas plus de levier sur l'immobilier. Donc c'est intéressant, vous gagnez des deux côtés. Et la banque gagne aussi puisqu'elle va prendre des frais de broker, comme toutes les banques, sur vos placements en bourse, même s'ils sont faibles. Et de l'autre côté, elle va vous facturer des intérêts sur le prêt immobilier. Donc elle gagne aussi, elle a plus de volume puisqu'elle a et la bourse et l'immobilier. Et vous faites travailler plus d'argent. Voilà. On a une question complémentaire de l'auditeur anonyme qui nous dit merci. Cette épargne pour le prêt Lombard peut-elle être constituée d'actions? Donc, je pense que vous y avez répondu. Oui, effectivement, s'il a un contrat, s'il a un compte titre aujourd'hui dans une banque aux États-Unis, on peut l'utiliser et obtenir du financement. Mais il faut voir quelle est la Magnifique. taille de ce contrat qu'il a. Effectivement, c'est possible. Parfait. Ghislaine, si jamais on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à me le dire et je reposerai votre question. Euh, Question de Aude. Gérez-vous aussi des appartements euh, ou des travaux que les gens ont déjà en possession ou seulement ceux dont vous avez aidé à acquérir? Oui, alors justement, c'est un point intéressant. J'aurais dû le dire. Au sein du groupe, on a un cabinet d'archi et donc on est en mesure de vous accompagner sur vraiment tout votre patrimoine. On peut même vous donner des conseils sur beaucoup d'aspects pour optimiser les locations, pour rénover, pour gérer la partie DPE. Donc, si vous avez déjà des biens en France qui sont peut-être mal loués, donc pas assez chers parce qu'ils n'ont pas été rénovés, qui sont peut-être pas en location meublée, qui nécessitent des travaux ou autres, ou si vous souhaitez acheter une résidence secondaire, peut-être avec Givenchy, et que vous souhaitez l'avoir à votre goût, on a un cabinet qui s'appelle Reno. Le site, c'est reno.fr, reno.fr. Et on a vraiment une super équipe là-dessus. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter. On a beaucoup de clients expats et on fait des projets même qui peuvent être très gros. On a fait pour des résidents UK qui ont acheté une maison en région parisienne, une rénovation entière de maison sur une maison de 350 mètres carrés. Donc, on est capable d'aller sur des choses. On ne fera pas de luxe. C'est-à-dire que si vous me dites, je veux du marbre spécial d'Italie, une prestation de luxe avec un appartement vue Tour Eiffel, on connaît nos limites, on ne fera pas. On est capable de faire par contre du haut de gamme, voire du très haut de gamme, mais voilà, on est capable de vous accompagner là-dessus. Donc, ne pas hésiter à me solliciter. Puis, on verra, le devis est gratuit. De toute façon, donc on peut nous challenger et échanger avec nos équipes d'archi là-dessus. Magnifique. Euh, Aude nous demande, que pensez-vous du marché de Montpellier? Je pense que le marché de Montpellier, c'est intéressant. Nous, on fait des projets là-bas, on a des équipes, donc ne pas hésiter à nous solliciter. Est-ce que c'est le plus rentable aujourd'hui, Montpellier? Comme beaucoup de villes de taille moyenne, je pense que les prix ont pas mal monté et les rendements sont tassés. C'est un peu ce qu'on voit aussi à Toulouse. Alors, je sais qu'il y a souvent des passionnés de Toulouse qui ont fait leurs études là-bas et qui me disent, mais Manuel, Toulouse, c'est incroyable. C'est une super ville. Sur la renta pure, si je dois comparer les rendements, et je vais préférer, en toute franchise, mais à titre perso, aller à Nice, qui, selon moi, a l'aéroport international, a l'aspect Côte d'Azur, a les grandes écoles, plutôt qu'à Montpellier, à rendement
à peu près similaire. Mais c'est un avis perso. Après, l'immobilier, c'est aussi se sentir à l'aise avec son projet. Nous, on voit que souvent, on a des gens qui me disent bah, moi, je suis de Montpellier, je connais Montpellier. Si vous me posez la question, c'est probablement le cas. Donc, dans ces cas-là, il faut pas hésiter à aller aussi dans une ville où vous êtes à l'aise et où vous avez un aspect affectif, pourquoi pas. Il n'y a pas que le rendement. Il y a aussi vraiment quel projet vous souhaitez faire vous-même. Et voilà. Donc, voilà pour la réponse. On ne fait pas la Parfait. Corse. On nous a demandé, on ne travaille pas en Corse. Pas parce qu'on pense que c'est pas intéressant, mais on l'a jamais développé, Samuel, et on ne fait pas d'IAG non plus. Donc voilà, je réponds à vos deux questions Par là. contre, le financement, je peux le faire pour la Corse. Donc, si vous avez trouvé un financement, un bien, et qu'il faut financer, moi, je peux faire la Corse sans problème. Par contre, le viager, on ne peut pas le financer pour des raisons de garantie. Sauf si vous pouvez donner une garantie équivalente à une banque. Alors sur l'aspect fiscalité, on n'en a pas parlé, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Globalement, aux États-Unis, vous avez un système d'amortissement également qui est à peu près similaire au système français, même si les durées d'amortissement ne sont pas les mêmes. Mais globalement, l'impôt sur la location meublée est neutralisé aussi aux États-Unis par une mécanique d'amortissement similaire à ce qui peut exister en location meublée en France. Il vient d'avoir une réforme sur le LMNP il y a seulement quelques jours. La réforme réintègre dans le... Ah, t'as coupé là, ouais. La réforme réintègre les amortissements dans le calcul de la plus-value, donc il y a un petit peu plus d'impôt sur les plus-values en LMNP. Mais souvent, les non-résidents qui dépassent 23 000 euros de revenus locatifs meublés sont LMP. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose par rapport à avant. Sachant qu'en LMNP, il y a toujours des abattements pardon, pour durée de détention. Donc, si vous gardez votre bien sur une durée longue, vous allez avoir un abattement. Et si vous le gardez plus de 22 ans, il y a une partie carrément qui disparaît de la plus-value. Vous ne la payez carrément plus. Et au-delà de 30 ans, vous payez 0,1 € d'impôt sur les plus-values, même si j'ai conscience que 30 ans, c'est long. L'abattement est progressif. Donc l'idée, c'est de détenir longtemps l'immobilier pour ne pas payer de plus-value, pour faire simple. On a une question sur Facebook de Véronique. Quels sont les taux pour les résidents du UK en ce moment? Alors, ça dépend. Si vous êtes en Angleterre, les meilleurs taux sur 20 ans, c'est 3,25. Et le taux moyen, j'ai envie de dire 3,70. Hors assurance, bien sûr. Parfait. Euh, Combien ça coûte de travailler avec Givenchy? Pour nous, pareil, on a un forfait, c'est 1% du montant du prêt avec un minimum à 5 000 euros. Parfait. Je mets mes petites infos dans le chat. Voilà. Merci. Je vais aussi mettre tes infos là. Sur Zoom, j'ai plus de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, posez-les maintenant. Je regarde rapidement sur LinkedIn. Question de Marie. Combien de temps prend le process de l'achat et du financement? L'achat, j'ai envie de dire, il y a toute la partie recherche de biens, donc ça dépend à quelle étape elle est la personne. Imaginons qu'elle a fait une offre. Si elle a fait une offre et que l'offre a été validée par les vendeurs et que vous êtes en process pour signer un compromis, nous, à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler sur le dossier. On va dire, de manière générale, c'est 3 mois pour obtenir un financement en France. Parfois, on peut speeder ce process et faire en 2 mois. Pour être prudent, moi, je dirais entre 2 et 3 mois. Oui, oui, je dirais à peu près la même chose. Sur la recherche du bien, on est entre 0 et 3 mois. Et après, il y a les délais incompressibles, financement, notaire. Voilà. Donc, on devient propriétaire d'un bien dans le meilleur des cas, je dirais entre à peu près 4 mois. Parce que il y a un délai incompressible du côté notaire quoi, et financement. Les banques ne sont pas toujours aussi réactives. En ce moment, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux sur la réactivité des banques. Elles ont Mais envie de travailler. C'est le bon moment. elles ont envie de prêter les banques en ce moment en Envie de France, donc traiter. c'est bien. Moi, j'ai les Et comme banques qui m'appellent pour me dire est-ce que tu as des dossiers? ouais, et puis moi, là, je reviens de Dubaï la semaine dernière, on est allé rencontrer des expats, parce qu'on se déplace régulièrement aussi. Et là-bas, les taux sont fixes pendant 3 ans à 4,2 et ensuite ils passent à 7% presque. Ouais. Donc en fait, c'est un coup de bambou au bout de la troisième année. C'est ce qui m'expliquait que certains se retrouvent piégés en fait. Voilà. Non, Donc non, certains, non, ils pensent qu'ils vont le revendre, faire une plus-value au bout de exactement. 3 ans et Sauf que rembourser. si le marché se calme, puisque c'est un marché volatile, ça peut entraîner des problèmes aussi. Ouais.
Voilà, donc je pense qu'en termes de taux, on est quand même très bien positionné en France. Sur des résidents fiscaux français, on voit qu'on touche à peu près les 3% en ce moment. Et on espère que la baisse se poursuive, la décrue se poursuive sur les taux pendant l'année. Voilà. Le gouverneur de la Banque de France a l'air de dire que ce sera le cas. Voilà, pourvu qu'il ait raison. Déjà, 3,5, c'est un très bon taux. 3,5, Oui, tout à 3,60, fait. c'est un super taux. On préférait 1%, j'ai menti. Mm. Ok. J'ai fait le tour des réseaux. On a répondu à toutes les questions. Donc, on est dans les temps. Aude, tu veux poser une question en audio? Allez, on va prendre Aude. Bonjour Aude. On t'entend pas. Je pense que ton micro ne fonctionne pas, Aude. Ah, peut-être. Non, pas de Non. question, elle dit. Elle dit dans Ah, le chat. d'accord. Bon, bah, c'est réglé. Audit, ça, on y a déjà répondu à ça. Ouais, je pense qu'on a tout traité. Bon, on a 3 minutes, donc on peut prendre la question. Je lis sur Internet que le Crédit Lombard est à court terme, 1 à 4 ans. Bah, en fait, là, vous lisez peut-être des informations pour des résidents. Effectivement, si vous êtes résident, vous êtes en France, parfois en banque privée, votre banquier il pourrait être capable de vous faire une proposition sur 3, 4 ans. Mais lorsqu'on est non-résident, qu'on va avoir une banque classique, traditionnelle pour faire de l'investissement locatif, tout dépend de votre projet en fait et la taille du projet. Vous n'allez pas avoir une réponse pour du prêt Lombard aussi facilement. Ce sont des choses qui se font, mais plutôt en banque privée. Après, il n'y a pas que le prêt lombard, il y a aussi du placement d'anti, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le prêt lombard, c'est encore un système spécifique, si j'ai bien compris, qui se recharge, mais il y a aussi du placement d'anti où vous placez simplement de l'argent sur un compte, sur des titres ou des actions. La banque prend une empreinte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas retirer votre argent. Si vous ne remboursez pas votre crédit, elle peut se servir dessus, mais ça génère les intérêts des actions, etc., que vous choisissez, en fait, en accord avec la banque. Voilà. Enfin, tu me dis quelques. Oui, Les c'est prêts du lombards. nantissement. Oui, je crois du nantissement, c'est possible. Ouais. Mais tout dépend de la taille du projet. Il faut vraiment que le banquier soit. Ok, bah merci à tous. Acheter de l'immobilier, quoi qu'il en soit, c'est un bon moment, à mon sens, pour en acheter, je le pense. Je le pense sincèrement. Avec une baisse des prix, on retrouve des prix qui sont intéressants dans pas mal de villes en France. La dernière baisse des prix, et on voit qu'on est en train de rebondir, donc c'est le moment propice. Si en plus vous lancez un projet maintenant, le temps qu'on trouve le bien, bah, vous aurez des taux qui auront peut-être encore un petit peu baissé. Donc c'est parfait. Et l'immobilier, grâce à l'effet de levier, comme on l'a vu, pour moi, c'est vraiment le meilleur facteur d'enrichissement, même si je ne l'oppose pas à d'autres types d'investissements, hein. C'est bien d'être diversifié, donc pourquoi pas faire de l'immobilier, de la bourse, un tout petit peu de crypto, saupoudré. Voilà, mais l'immobilier reste, et on le voit, un placement qui enrichit énormément nos clients et puis tous les investisseurs. Merci encore à tous les deux. Merci Romain. On refera le point le trimestre prochain pour voir où on en est. Si jamais vous n'arrivez pas à voir le replay de tous nos webinaires, quand vous êtes sur frenchmorning.com ou sur Maudit Français, vous avez juste à aller tout en bas de notre site internet sur la page d'accueil. Il y a une section webinaire. Vous cliquez dessus. Je peux vous montrer en un clic. Vous voyez juste là. Vous cliquez sur webinaire, hop là, et vous avez tous les webinaires de French Morning qui s'affichent à votre écran. Donc, vous voyez l'article d'aujourd'hui, par exemple. Et à l'intérieur de cet article, il y aura euh, le replay qui va être mis d'ici une dizaine de minutes. Il va être inséré juste là à l'intérieur de l'article. Voilà. Et si jamais vous avez toujours pas arrivé à avoir accès, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on pourra toujours vous renvoyer le replay en intégralité. Tous nos webinaires sont disponibles en replay depuis 5 ans sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur nos réseaux sociaux si besoin. À bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée où que vous soyez dans le monde. À la semaine prochaine. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir.